Mes amis, ce qui s'est passé cette nuit-là paraît presque impossible à croire. Madame, est-ce qu'il existe vraiment un pays où l'on peut marcher sans soupçonner tout le monde? C'est avec une voix tremblante qu'Amara Lamini, une élève sud-africaine de 17 ans, m'a posé cette question dans le hall lumineux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Elle ne cherchait pas à faire une belle phrase. Elle ne jouait pas la comédie. Elle venait simplement de voir, en quelques heures, quelque chose que son esprit n'arrivait pas encore à accepter. Une société où la sécurité, la politesse et la confiance semblaient être devenues des gestes ordinaires. Je travaille dans l'éducation internationale depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné des élèves en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie. J'ai vu des adolescents impressionnés par de grands campus, bouleversés par des musées, excités par des voyages scolaires de prestige. Mais jamais, absolument jamais, je n'avais vu la vision du monde d'un groupe entier changer aussi brutalement, en si peu de temps. 25 élèves d'un célèbre lycée privé du Cap, en Afrique du Sud, devaient participer à un court programme académique à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Mais à cause de pluies torrentielles et d'inondations records qui avaient paralysé l'aéroport d'Auckland, notre avion a été dérouté en urgence vers la France. Oui, vers la France. Pas vers une destination prévue, pas vers un pays que les élèves avaient choisi, pas vers un voyage préparé dans les brochures luxueuses de leur établissement. Une escale forcée, inattendue, presque absurde sur le papier. Et pourtant, ces 48 heures en France allaient devenir l'expérience la plus puissante de toute leur jeunesse. Depuis les premiers pas à Charles de Gaulle jusqu'à une scène bouleversante dans une boulangerie parisienne, depuis le silence ordonné du métro jusqu'au choc émotionnel vécu à Lyon devant l'histoire et la beauté d'un vieux quartier. Ces adolescents sud-africains allaient découvrir une France qu'ils ne connaissaient pas. Pas la France des clichés touristiques. Pas seulement la France des parfums, de la mode, des cafés et de la Tour Eiffel. Ils allaient découvrir une France sociale, humaine, organisée, imparfaite bien sûr, mais profondément civilisée. Ce qui rend cette histoire encore plus forte, c'est l'origine de ces élèves. Plusieurs d'entre eux avaient des grands-parents marqués par l'apartheid. Certains avaient grandi dans des familles où la méfiance était une forme de survie. En Afrique du Sud, la question de la sécurité n'est pas une théorie. C'est un réflexe quotidien. Fermer les portes. Vérifier la rue. Éviter de sortir seul le soir. Ne pas faire confiance trop vite. Alors quand ces jeunes ont vu des adolescentes françaises rentrer seules après les cours, des femmes travailler tard sans panique visible, des personnes âgées aider spontanément dans les transports, ils ont été frappés comme par une gifle silencieuse. Dans ce pays, la dignité des gens semble normale, a déclaré Thomas Nedou, 16 ans, un journaliste local après son retour au capitaine. Cette phrase a déclenché une énorme discussion en Afrique du Sud. Certains l'ont applaudi. D'autres l'ont trouvé exagéré. Mais moi, qui étais là, je peux vous dire une chose, ce garçon ne cherchait pas à idéaliser la France. Il disait simplement ce qu'il avait ressenti. Je vais donc vous raconter ces 48 heures incroyables, telles que je les ai vécues. Je m'appelle Claire Beaumont. J'enseigne la littérature et l'anglais depuis 20 ans au St Andrew Collège du Cap, un établissement privé réputé, avec une tradition de plus de 130 ans. Les 25 élèves que j'accompagnais faisaient partie des meilleurs de leur promotion. Ils avaient entre 16 et 18 ans. Beaucoup venaient de familles influentes, filles de magistrats, fils d'universitaires, enfants d'entrepreneurs, futurs candidats aux grandes écoles internationales. Le chef de groupe, le directeur adjoint Andrew Lambert, était un homme très respecté, diplômé en sciences de l'éducation, rigoureux, prudent, presque froid dans sa manière de gérer les situations imprévues. Le programme original était simple, 10 jours à Auckland, conférences universitaires, ateliers de leadership, visite du campus, puis retour au capitaine. Les parents avaient payé très cher. L'école avait promis un voyage académique haut de gamme. Mais les inondations qui frappaient la Nouvelle-Zélande ont tout bouleversé. L'aéroport d'Auckland a suspendu plusieurs vols, les correspondances ont été annulées, et notre appareil a reçu l'ordre de se poser à Paris pour réorganisation complète du trajet. À ce moment-là, les élèves étaient inquiets. Pour eux, la France était un mélange d'images contradictoires, luxe, gastronomie, manifestations, grève, élégance, arrogance supposée, romantisme de cartes postales et réputation de pays difficile avec les étrangers. Certains disaient, les Français ne vont sûrement pas nous aider, ils détestent parler anglais. D'autres craignaient le racisme. Il faut être honnête, ces inquiétudes ne sortaient pas de nulle part. Quand on vient d'un pays aussi marqué par les divisions raciales, on regarde toujours le monde avec une prudence héritée. Le directeur Lambert était lui aussi préoccupé. Comment expliquer aux parents que leurs enfants se retrouvaient soudain en France, sans programme prévu, au lieu d'être à Auckland? Comment garantir la sécurité d'un groupe de mineurs dans un pays où nous n'avions rien organisé? Mais dès que l'avion a commencé son approche vers Charles de Gaulle, quelque chose a changé. Le personnel de la compagnie nous a informé qu'une équipe spéciale d'assistance attendait déjà notre groupe. Des agents francophones et anglophones étaient mobilisés. Des procédures d'entrée temporaire avaient été préparées. Des solutions d'hébergement avaient été identifiées. J'ai voyagé dans de nombreux aéroports, et je peux vous l'assurer, ce niveau d'anticipation dans une situation d'urgence n'est pas banal. À l'arrivée, tout était fluide. Pas parfait au sens théâtral du terme,
mais précis, calme, presque rassurant. Les agents n'étaient pas paniqués. Ils savaient quoi faire. Les élèves, fatigués et méfiants, ont immédiatement senti cette différence. Dans beaucoup d'aéroports, un groupe comme le nôtre aurait été traité comme un problème. Là, nous avons été traités comme des personnes. Au contrôle, une file spéciale a été ouverte pour les élèves. Une agente parlant un anglais impeccable a pris le temps d'expliquer chaque étape. Elle a souri à Amara, qui tremblait légèrement, et lui a dit « Vous êtes en sécurité ici. On va s'occuper de vous ». Ce n'était pas une grande phrase politique. Ce n'était pas un slogan. Mais pour Amara, cette phrase a eu l'effet d'un choc. Elle m'a regardé comme si elle venait d'entendre quelque chose d'irréel. Ce qui a particulièrement bouleversé les élèves, c'est l'absence de regard hostile. Personne ne les a dévisagés comme des intrus. Personne n'a fait de commentaires déplacés. Personne n'a semblé surpris de voir un groupe de jeunes Sud-Africains noirs, métis et blancs arriver au milieu de la nuit. En Afrique du Sud, les regards ont une histoire. Ils pèsent. Ils classent. Ils jugent. À Paris, cette nuit-là, les élèves ont découvert une forme d'indifférence civile qui peut sembler banale aux Français, mais qui, pour eux, ressemblait à une liberté. Les bagages sont arrivés rapidement. Les écrans indiquaient clairement les tapis, les horaires, les informations de correspondance. Un agent nous a aidés à contacter l'hôtel initialement prévu à Auckland, puis à réserver un hébergement près de Paris. Même les détails pratiques étaient maîtrisés. Transport, repas tardifs, documents pour les assurances, numéro d'urgence. Le directeur Lambert, pourtant rarement impressionné, m'a dit dans le bus « Claire, j'ai utilisé des aéroports dans le monde entier depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu une urgence gérée avec une telle combinaison d'efficacité et de calme. » Le trajet de nuit vers Paris a été le premier moment de fascination. Les élèves collaient leur visage aux vitres. Les autoroutes éclairées, les panneaux, les zones d'activité, les immeubles, les lumières régulières des banlieues, tout semblait raconter une organisation invisible. Bien sûr, les Français qui nous écoutent vont peut-être rire. Vous allez dire « Paris organisé ? Vraiment ? Vous n'avez pas vu les embouteillages, les retards, les tensions sociales. » Et je comprends. Un pays vu de l'intérieur n'est jamais aussi lisse que dans le regard d'un visiteur. Mais justement, c'est là que cette histoire devient intéressante. Ce qui paraît normal aux Français peut être extraordinaire pour quelqu'un qui vient d'un autre contexte. Vers minuit, nous sommes passés près de quartiers encore vivants. Des cafés étaient ouverts. Des jeunes marchaient en groupe. Des femmes rentraient seules. Des cyclistes circulaient. Des passants attendaient à des arrêts de bus sans montrer cette tension permanente que mes élèves connaissaient trop bien. « Madame, elle marche vraiment seule ?» a murmuré Amara en voyant une jeune femme traverser une avenue avec un sac de courses. Dans sa voix, il n'y avait pas de jugement. Il y avait de la stupeur. À l'hôtel, le personnel a été d'une gentillesse qui a immédiatement désarmé le groupe. On nous a accueillis en anglais, mais aussi avec quelques mots simples et chaleureux en français. Bienvenue, reposez-vous, demain, tout ira mieux. L'équipe savait que nous étions là à cause d'une urgence. Elle avait préparé des chambres proches les unes des autres, une fiche avec les restaurants ouverts tôt, les pharmacies, les stations de métro, et même quelques recommandations pour occuper les élèves si nous restions bloqués une journée. Ce n'était pas seulement du service commercial. C'était une hospitalité structurée. Le lendemain matin, vers 7 heures, plusieurs élèves se sont réveillés affamés à cause du décalage horaire. Je pensais que trouver un repas correct si tôt serait compliqué. La réceptionniste m'a répondu avec un sourire. À 5 minutes, il y a une boulangerie qui ouvre déjà. Et un café qui sert des petits déjeuners. Vos élèves vont adorer. Nous sommes sortis avec 8 élèves. Le pari du matin nous attendait. Et là, deuxième choc. Des gens pressés, oui. Des visages fermés, parfois. Des klaxons, des scooters, des livreurs, des salariés qui courent vers le métro. Mais au milieu de cette agitation, une forme d'ordre. Les passages piétons étaient respectés par beaucoup. Les files se formaient devant la boulangerie. Les clients disaient « bonjour » en entrant. Ce simple « bonjour », répété comme une règle de civilisation, a beaucoup marqué les élèves. En Afrique du Sud, la politesse existe évidemment, mais ici elle semblait attachée au fonctionnement même du commerce quotidien. Dans la boulangerie, l'odeur du pain chaud a presque provoqué une scène de cinéma. Croissants, pain au chocolat, baguettes, quiches, tartines, café crème. Les élèves regardaient les vitrines comme s'ils découvraient un musée comestible. La vendeuse, voyant leur hésitation, a expliqué les produits avec patience. Elle a même plaisanté. Pour une première fois en France, il faut commencer par un croissant. C'est obligatoire. Les élèves ont ri. Ce rire, je m'en souviens, était le premier rire vraiment détendu depuis le déroutement de l'avion. Quand Thomas a goûté son premier croissant, il a fermé les yeux. Ce n'est pas du pain, c'est de la magie, a-t-il dit. Amara, elle, était fascinée par le prix. Pour un petit déjeuner de qualité, nous avons payé bien moins que ce qu'un café chic du Cap aurait facturé pour une expérience similaire. Mais ce qui les a le plus surpris, ce n'était pas seulement le goût.
C'était la fierté du geste. Le boulanger qui sortait les plaques du four semblait concentré, précis, presque cérémonial. Le directeur Lambert a murmuré. Voilà une culture où même le quotidien peut devenir un article. Après le petit déjeuner, nous avons marché dans le quartier. Les élèves remarquaient tout, les pharmacies avec leurs croix vertes, les kiosques, les petites terrasses, les façades anciennes, les écoles où entraient des enfants avec leurs cartables. Personne ne les suivait du regard. Personne ne les traitait comme une attraction. Cette normalité les touchait davantage que les monuments. À 10 heures, nous avons décidé de leur faire découvrir le métro parisien. Certains Français vont encore protester. Le métro, symbole de rêve? Vraiment? Oui, pour mes élèves, oui. Pas parce qu'il est toujours propre. Pas parce qu'il est toujours silencieux. Mais parce qu'il fonctionne comme un immense système social partagé. Les panneaux, les correspondances, les plans, la fréquence des rames, l'idée même qu'un adolescent puisse traverser une métropole sans voiture privée ni chauffeur familial. Tout cela les impressionnait. Sur le quai, malgré la foule, les gens attendaient avec une logique que les élèves observaient attentivement. Dans la rame, personne ne semblait paniquer. Une dame âgée est montée avec un sac lourd. Avant même que je puisse réagir, un jeune homme lui a proposé sa place. Puis une femme a aidé un touriste à comprendre une correspondance. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas héroïque. Et c'est justement ce qui rendait la scène puissante. Une société se révèle parfois dans ses petits automatismes. Amara avait les larmes aux yeux. Chez nous, on nous apprend à faire attention avant d'aider, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ici, les gens aident avant de calculer. Sa phrase est ma bolle versée. Elle n'était pas complètement juste, bien sûr. La France a aussi ses violences, ses tensions, ses peurs, ses injustices. Mais dans ce moment précis, ce que cette jeune fille voyait, c'était une confiance minimale entre inconnus. Et cette confiance, quand on en a été privé, devient presque un luxe moral. Nous sommes descendus près du Louvre. La grandeur du lieu a frappé les élèves, mais pas seulement pour sa beauté. Ils étaient fascinés par l'idée qu'un pays puisse conserver, organiser, exposer et transmettre son histoire à une telle échelle. En Afrique du Sud, notre histoire est souvent une blessure ouverte, a dit Sophia Mbeki, 17 ans. Ici aussi il y a sûrement des blessures, mais on sent une volonté de les mettre dans des lieux, de les étudier, de les regarder. Son observation était profonde. La France n'est pas un pays sans conflit mémoriel. Au contraire. Mais elle possède une culture institutionnelle de la mémoire qui impressionne beaucoup d'étrangers. À midi, nous avons mangé dans une brasserie simple. Rien de luxueux, omelette, soupe à l'oignon, steak frites, salade, carafe d'eau. Les élèves étaient surpris que l'eau soit servie naturellement, sans qu'on essaie de leur vendre quelque chose à tout prix. Le serveur, d'abord un peu brusque selon les critères sud-africains, s'est adouci en comprenant notre situation. Il a conseillé les plats, expliqué les portions, demandé si certains avaient des allergies. À la fin, il a dit « Bon courage pour votre voyage, et profitez quand même de Paris ». Les élèves ont compris quelque chose d'important. La gentillesse française n'est pas toujours souriante au premier contact, mais elle peut être très réelle. L'après-midi, nous avons visité une grande librairie. Là encore, ce fut un choc. Plusieurs étages de livres, des rayons entiers consacrés à la philosophie, à l'histoire, aux langues, à la politique, à la littérature étrangère. Des étudiants lisaient debout. Des retraités feuilletaient des essais. Des lycéens achetaient des romans pour leurs cours. Les Français discutent vraiment avec les livres, a dit Thomas. Cette phrase m'a fait sourire, mais elle était juste. Pour des élèves habitués à associer la réussite à l'argent, au statut ou au réseau familial, voir une société où la culture générale occupe encore une place visible a été une révélation. Le soir, nous sommes allés vers les quais de Seine. La ville s'illuminait doucement. Des couples marchaient. Des groupes d'amis riaient. Des coureurs passaient. Des jeunes femmes s'arrêtaient pour prendre des photos. Amara observait en silence. Puis il m'a dit la phrase qui donne encore des frissons à plusieurs d'entre nous. Madame, ici, les gens ont l'air de posséder leur propre ville. Chez nous, parfois, on a l'impression que la ville nous menace. Le lendemain matin, un incident imprévu a renforcé encore cette impression. Sophia s'est sentie mal. Fatigue, stress, déshydratation, peut-être un début de malaise vagal. Elle s'est assise brusquement sur un banc, pâle, tremblante. Nous étions dans un quartier animé, et pendant quelques secondes, j'ai senti la panique monter. À l'étranger, avec une mineure malade, chaque minute paraît plus longue. J'ai appelé les secours. La personne au téléphone a répondu calmement, a identifié notre position, a posé des questions précises. En quelques minutes, les pompiers sont arrivés. Les élèves ont été stupéfaits par leur professionnalisme. Ils ont parlé lentement, vérifié l'état de Sophia, rassuré le groupe, demandé son âge, ses antécédents, ce qu'elle avait mangé. L'un d'eux parlait assez bien anglais pour expliquer. Ce n'est probablement pas grave, mais on va contrôler. Cette phrase a apaisé tout le monde. À l'hôpital, nouvelle surprise. Oui, il y avait du monde. Oui, l'attente existait.
La France n'est pas un paradis administratif. Mais l'organisation, la prise en charge, l'absence de discrimination visible, la clarté des procédures ont impressionné le groupe. Sophia a été examinée, hydratée, surveillée. Une infirmière a pris le temps d'expliquer aux élèves qu'elle allait bien. Un médecin a recommandé du repos. La facture, comparée aux coûts médicaux privés que ces familles connaissaient en Afrique du Sud, a semblé presque incroyable. Là encore, les élèves n'ont pas découvert seulement un service. Ils ont découvert une idée: la santé n'est pas uniquement un produit de luxe. Après cet épisode, nous avons choisi de quitter Paris quelques heures pour prendre le TGV vers Lyon, afin de montrer une autre facette de la France. Le train lui-même a été une expérience. Voyager à grande vitesse, dans le calme relatif, traverser des paysages de campagne, voir défiler les gares, les villages, les champs, tout cela donnait aux élèves l'impression d'un pays relié à lui-même. Thomas disait: « On comprend mieux la force d'un État quand on voit ces trains. » Je ne suis pas certaine que tous les Français diraient cela un jour de grève, mais pour un visiteur sud-africain, le réseau ferroviaire français reste impressionnant. À Lyon, les élèves ont découvert les ruelles du vieux Lyon, les façades, les traboules, les petits restaurants, les places vivantes. Ils étaient frappés par la façon dont l'ancien et le moderne coexistaient. « Ce pays n'efface pas tout pour construire du neuf », a dit Sophia. « Il garde les couches. » Cette remarque était magnifique. La France, dans ses villes, donne souvent le sentiment d'un dialogue permanent entre les siècles. Pour ces jeunes habitués à des espaces urbains parfois fragmentés, fermés, sécurisés par quartiers, cette continuité historique avait quelque chose d'émouvant. Nous avons mangé dans un bouchon lyonnais adapté au goût du groupe. Le propriétaire, en apprenant notre histoire de vol dérouté, a offert une tarte aux pralines à partager. Ce geste minuscule a déclenché une vague d'émotion. Amara a demandé: « Pourquoi fait-il ça? Nous ne sommes personne pour lui. » Le directeur Lambert a répondu doucement: « Peut-être parce qu'ici, être de passage ne veut pas dire être invisible. » Je n'oublierai jamais cette phrase. Le dernier soir, de retour à Paris, nous avons emmené les élèves voir la Tour Eiffel de loin. Pas comme un cliché romantique, mais comme une conclusion symbolique. Ils avaient vu l'aéroport, la boulangerie, le métro, l'hôpital, le train, la librairie, les rues, les gestes ordinaires. La Tour Eiffel n'était plus seulement un monument. Elle devenait le signe d'un pays qui, malgré ses contradictions, produit encore un imaginaire mondial puissant. À l'aéroport, avant le départ, les élèves regardaient leurs photos en silence. Amara avait des images de la boulangerie. Thomas avait filmé le métro. Sophia gardait une photo d'une infirmière qui lui avait souri. « Je vais raconter cette France à ma famille », a dit Amara. Pas la France des films. La vraie France, celle des gens qui vous aident quand vous êtes perdu. Thomas, lui, a déclaré qu'il voulait revenir étudier en France. Sophia parlait déjà d'apprendre le français sérieusement. Quand l'avion a décollé, plusieurs élèves pleuraient. Ce n'était pas de la tristesse touristique. C'était quelque chose de plus profond, la sensation d'avoir entrevu une autre manière de vivre ensemble. En rentrant au Cap, les parents ont immédiatement compris que quelque chose avait changé. Les enfants parlaient sans arrêt. Ils racontaient les transports, les repas, la sécurité, les secours, les livres, les rues, la politesse. Le père d'Amara, d'abord sceptique, m'a appelé 3 jours plus tard. Ma fille n'arrête pas de dire que la France lui a rendu une forme d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? 2 semaines plus tard, les vidéos publiées par les élèves sur les réseaux sociaux ont commencé à circuler dans leur école. Une séquence montrant des passagers laissant descendre les gens avant de monter dans le métro a dépassé 100 000 vues dans leur cercle élargi. Une autre, montrant des lycéens français travailler dans une bibliothèque municipale, a provoqué un débat inattendu. Pourquoi l'éducation française, malgré toutes ses critiques internes, continue-t-elle à produire une telle relation à la culture? Certains commentaires étaient admiratifs. D'autres accusaient les élèves d'idéaliser l'Europe. Mais le débat était lancé. Le Sandrou Collège a organisé une réunion spéciale sur l'expérience française. Le directeur Lambert y a présenté un rapport très remarqué. Il n'a pas dit que la France était parfaite. Il a même insisté sur les problèmes français: tensions sociales, inégalités, bureaucratie, débat identitaire, sentiment de déclassement. Mais il a expliqué que, malgré tout cela, les élèves avaient découvert en France un équilibre rare entre institutions, culture publique et gestes quotidiens de solidarité. Les conséquences ont été inattendues. Les demandes de cours de français ont augmenté. Les parents ont commencé à s'intéresser aux universités françaises. Un club de débat sur la société française a été créé. Des élèves qui ne pensaient qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni ont commencé à regarder vers Paris, Lyon, Sciences Po, la Sorbonne, les écoles d'ingénieurs, les formations artistiques. 4 mois plus tard, 15 des 25 élèves voulaient retourner en France avec leur famille. Amara a convaincu ses parents de l'inscrire à un programme d'été à Montpellier. Thomas a commencé à préparer un dossier pour étudier les sciences politiques en France. Sophia, marquée par son expérience médicale, a déclaré vouloir travailler un jour dans la santé publique. Quant au directeur Lambert, il a proposé au conseil d'administration de l'école de créer un partenariat avec un lycée français.
Un an plus tard, le St Andrew College signe un accord d'échange avec un établissement de Lyon. Aujourd'hui, Amara étudie les relations internationales avec une spécialisation sur l'Europe. Thomas suit des cours intensifs de français et rêve d'intégrer une université française. Sophia intervient dans des conférences scolaires pour parler de dignité, de santé et de confiance sociale. Moi-même, je donne régulièrement des conférences sur ce que j'appelle la pédagogie invisible d'un pays. Car c'est cela que la France a offert à ses élèves, pas seulement des monuments, pas seulement de gastronomie, pas seulement une image de prestige. Elle leur a donné une leçon silencieuse sur la manière dont une société éduque ses citoyens par ses rues, ses transports, ses services publics, ses librairies, ses habitudes de politesse et même ses contradictions. Je veux être très clair avec les spectateurs français qui regardent cette histoire. Vous avez le droit de critiquer votre pays. Vous avez même raison de le faire quand il le faut. Aucun pays ne progresse sans lucidité. Mais attention à ne pas mépriser ce que le monde voit encore en vous. Ce que vous appelez parfois banalité, lenteur ou routine peut représenter, pour d'autres peuples, un niveau de civilisation extrêmement précieux. Une boulangerie de quartier, un train qui relie deux villes, une infirmière qui rassure une étrangère, un passant qui indique une direction, une bibliothèque pleine en semaine. Tout cela compose une puissance douce que les statistiques ne mesurent pas toujours. Ces 48 heures n'étaient pas prévues. Elles sont nées d'une catastrophe climatique à l'autre bout du monde. Pourtant, elles ont changé la trajectoire de 25 jeunes Sud-Africains. Elles ont ouvert un pont entre une école du Cap et la France. Elles ont rappelé à des adolescents marqués par la peur qu'une ville pouvait aussi être un lieu de confiance. Elles ont rappelé à des adultes comme moi que l'éducation ne se limite pas aux salles de classe. Parfois, un pays entier devient une salle de classe. Quand je repense à cette nuit à Charles de Gaulle, je revois les visages fermés, fatigués, anxieux des élèves. Et je revois, 48 heures plus tard, ces mêmes visages illuminés par une émotion presque impossible à expliquer. Ils n'avaient pas seulement visité la France. Ils avaient été visités par une idée, celle qu'une société peut être dure, complexe, imparfaite, mais malgré tout capable d'offrir aux étrangers une expérience de dignité. La vraie force de la France ne réside pas seulement dans ses musées, ses monuments, sa cuisine ou son histoire. Elle réside dans cette capacité à transformer des gestes ordinaires en signes de civilisation. Dire bonjour. Expliquer un chemin. Faire une place à une personne âgée. Soigner une adolescente étrangère sans la traiter comme un problème. Préserver les livres. Protéger les rues. Relier les villes. Garder vivante la mémoire. Voilà pourquoi ces élèves ont pleuré. Voilà pourquoi ils ont voulu revenir. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, au St Andrew College du Cap, on parle de ces 48 heures françaises comme d'un tournant. Et voilà pourquoi, chers spectateurs français, vous devriez peut-être regarder votre propre pays avec un peu moins de fatigue et un peu plus de conscience. Parce que ce que vous possédez, malgré les crises et les colères, continue de bouleverser ceux qui le découvrent pour la première fois. L'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Celle d'un groupe d'élèves sud-africains dont l'avion, détourné à cause des inondations en Nouvelle-Zélande, a atterri par hasard en France, et dont la vision du monde a été transformée en seulement 48 heures. Alors, dites-moi franchement, pensez-vous que la France se sous-estime elle-même? Pensez-vous que les étrangers voient parfois mieux que les Français la valeur de ce pays? Laissez votre avis en commentaire, soutenez cette histoire, partagez-la avec ceux qui doutent encore, et si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires incroyables où le regard des étrangers révèle ce que les nations ne voient plus en elles-mêmes.